L'emploi ce soir dans tous ses états et précisément, il est dans quel état l'emploi? On va en parler, on va parler des salaires, on va parler du temps de travail, des allocations aussi et puis de notre relation avec cet outil indispensable de notre économie. Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue dans QR le débat. Ce sera, vous le savez, un des grands thèmes de la campagne électorale. On vous a proposé de parler de la santé il y a un mois. Aujourd'hui, on vous parle de l'emploi à travers des questions qui vous touchent le plus, en tout cas si on en croit les messages qu'on a vus, lus sur les réseaux sociaux. Voici les 4 grands axes de ce soir. Des salaires insuffisants, vous êtes nombreux à le dire. Qu'est-ce qu'il manque pour pouvoir justement travailler et vivre décemment? Ensuite, nous nous intéresserons à la question du chômage. Faut-il limiter les allocations dans le temps? Et quelles solutions pour celles et ceux qu'on ne parvient pas à remettre au boulot? Enfin, troisième grande question, une semaine de 32 heures. Le PS a proposé une réduction du temps de travail. Nous verrons si c'est historique et s'il faut vraiment aller vers une réduction du temps de travail, mais payer pareil, et ça ne plaît pas à tout le monde, vous le verrez. Ensuite, on parlera du travail, devenu trop dur pour beaucoup, trop de pression et un absentéisme qui pose énormément de questions. Tous ces débats-là, vous pouvez les mener avec nous via la page Facebook de l'émission et puis via l'application Opinio. Si ce n'est pas encore fait, vous téléchargez le QR code qui apparaît en bas à droite de votre écran. Vous serez en lien avec notre application. Je vous présenterai les très nombreux invités de ce soir tout au long de l'évolution de nos débats. Mais comme de coutume, on va d'abord donner la parole à des citoyens et des citoyennes. Et je voudrais qu'on accueille d'abord à distance Laetitia Ricci. Bonsoir, Madame Ricci. Vous êtes demandeuse d'emploi depuis le mois de juillet. Vous avez travaillé pendant 10 ans dans le secteur de l'accueil de l'enfance. Est-ce qu'aujourd'hui, alors que vous êtes demandeuse d'emploi, vous touchez plus que lorsque vous étiez au travail? Oui, clairement. Il y a une grosse différence? Il y a une différence, oui. Et c'est quelque chose que vous trouvez logique? Non, pas du tout. Vous estimez, sans faire de grandes thèses scientifiques, qu'il faut que les travailleurs gagnent plus, ou vous estimez qu'on gagne trop quand on est demandeur d'emploi? Non, je pense que les travailleurs doivent gagner plus. Les demandeurs d'emploi survivent avec leur salaire, mais les travailleurs, eux, ils planent au fond, quoi. Maria Amico, vous aussi vous êtes à distance, demandeuse d'emploi en ce qui vous concerne, et vous avez dit aucun problème à ce qu'on cite les chiffres. Vous touchez en tant que demandeuse d'emploi 1 600 € par mois, mais vous êtes aussi intérimaire, vous allez accomplir des petits boulots ci et là qui vous rapportent 200 € par mois. Est-ce que tout cela, au total aujourd'hui, madame, c'est assez pour vivre? Non, pas du tout. Vous auriez besoin de combien en plus pour vous dire que vous pourriez accepter un salaire qui vous permettrait de vivre dignement? Il faudrait me donner 500 € de plus par mois et je pars à 3 heures du matin à travailler. Donc, ce qui veut dire que pour une somme de environ un peu plus de 2 000 € par mois, vous diriez « Ok, même à 3 heures du matin, je vais bosser ». Tout à fait. C'est plus une question de salaire que de pénibilité du travail, selon vous? Oui. Ok. Et je précise qu'évidemment, il y a d'autres gens qui peuvent avoir un autre avis par rapport à ça, mais merci de votre franchise et de votre transparence. Christine Montréal, bonsoir. Ministre wallonne de l'Emploi en région wallonne, vous êtes socialiste pour le PS. C'est un fait, il y a des demandeurs d'emploi aujourd'hui dans ce pays qui touchent davantage que des travailleurs. Eux-mêmes trouvent que ce n'est pas spécialement normal. Est-ce que vous envisagez clairement, rapidement, de mettre fin à ça? Et si oui, comment? Oui. On a demandé d'ailleurs au fédéral d'avoir une réforme fiscale qui permettait de récompenser le travail, puisqu'on a augmenté les revenus d'intégration pour les personnes qui ont des revenus les plus faibles et les pensions. Au milieu, il y a les travailleurs. Et il y a particulièrement les bas et les moyens salaires. Eux pourraient avoir un salaire poche qui soit supérieur. Pour cela, il faut accepter une réforme fiscale qui avait été refusée et jusqu'à présent par l'EMR, par une formation politique, et donc qui n'a pas abouti. Donc on part en campagne en espérant que nous aurons suffisamment de partis autour de la table qui accepteront d'avoir une réforme fiscale pour valoriser davantage le travail. Ça veut dire que l'employeur ne va pas devoir payer plus, mais que le salaire net de la personne, par contre, lui, sera supérieur. Et pour ce qui concerne la région wallonne, on a fait des choses. On a, par exemple, dans un accord non marchand, tout le gouvernement wallon a soutenu le fait que des travailleurs qui travaillent dans des maisons de repos, dans des services pour personnes handicapées, des centres résidentiels, soient valorisés davantage et que leur salaire poche soit supérieur.
Donc il y a des choses qui ont été faites quand certains niveaux de pouvoir ont des leviers d'action. Adrien Dolimon, pour le MR, ministre wallon du budget, voilà, on ne sait plus comment le dire, mais toutes les formations politiques qui viennent sur ce plateau disent « mais le MR a bloqué cette réforme fiscale. Aujourd'hui, si les bas salaires n'ont pas bougé, c'est parce qu'au fédéral, le MR a bloqué ». Est-ce que vous pourriez revenir sur cette position et pourquoi pas proposer rapidement que les bas salaires aient plus très rapidement dans leur poche? Ou est-ce que c'est inenvisageable? Non, c'est pas du tout inenvisageable. Tout d'abord, bonjour à l'ensemble des téléspectateurs, mais c'est pas du tout inenvisageable. D'ailleurs, on parlait de volonté d'augmenter le salaire poche. Je pense que tous les partis ici ont cette volonté-là. Évidemment, on n'a pas les mêmes moyens et les mêmes leviers pour y arriver. On parlait de la réforme fiscale, on ne l'a pas bloquée de gaieté de cœur. On considérait simplement que donner de la main droite et de reprendre de la main gauche n'avait pas de sens. En gros, le financement de cette réforme fiscale était prévu comment ? Avec une augmentation des biens de consommation quotidienne. Et donc, à quoi bon gagner 100 € en plus si, in fine, les œufs coûtent plus cher, le pain coûte plus cher, aller acheter un livre ou un ticket de cinéma coûte plus cher, ça n'a pas de sens. Le pouvoir d'achat de la personne ne change pas. Nous, ce qu'on veut surtout, c'est avoir une analyse et un refinancement par une mise à l'emploi plus active et plus large des travailleurs pour avoir un refinancement et à ce moment-là, ça reste une condition sine qua non, très clairement. Ça reste important pour nous. Les critiques qui sont quand même générales, vous pourriez revoir un peu votre position par rapport à ça. On considère vraiment que l'État est déjà suffisamment bien financé. On considère qu'on paye déjà énormément d'impôts et donc il est logique qu'on puisse utiliser ces impôts de la meilleure manière qu'il soit. Et donc c'est vraiment ça tout l'enjeu. Et donc c'est pour ça qu'on veut, pour pouvoir financer cette réforme fiscale, travailler à enveloppe constante, c'est-à-dire en mettant plus de personnes au travail. Un mot sur les salaires en Belgique, et puis je reviens vers vous. On accueille à distance Samuel Salens, c'est le directeur du pôle compétences de l'Union wallonne des entreprises. On entend souvent, Monsieur Salens, les salaires sont trop bas en Belgique. Est-ce que c'est un avis que vous partagez sur base d'analyses et donc de chiffres très concrets ? Bien, bonsoir à toutes et à tous. C'est vrai que quand on fait un comparatif, notamment dans les pays qui nous entourent, on n'est pas trop mal placé. Mais je ne voudrais pas que ce benchmarking, que cette comparaison élude de la question qui est évoquée ici ce soir. Il y a en effet une vraie question à propos des plus bas salaires, des situations de précarité, de lutte contre les pièges à l'emploi, de lutte contre le travail au noir. Et donc, il y a un vrai travail à mener, en effet, sur ces questions spécifiques. Mais ce travail doit être ciblé, il doit être vraiment orienté en fonction des situations, et notamment au travers, en effet, ça vient d'être évoqué, d'une réforme fiscale qui soit intelligente, et réforme fiscale qui, quelque part, permet, sur base des montants qui sont déjà payés aujourd'hui, je dirais même au maximum, que les entreprises, quelque part, puissent plus correctement valoriser les personnes qui travaillent pour elles. C'est-à-dire que ceux qui sont déjà payés puissent directement aller plus directement, en tout cas, vers le personnel. Jean-Luc Ruc, c'est une question fondamentale. Vous êtes député wallon pour les engagés. Vous aussi, évidemment, vous évoquez une hausse de salaire avec des chiffres qui surprennent un peu. Écolo évoque 300 € par mois. Vous évoquez 450 € par mois en plus. Alors, je ne mets pas en doute votre bonne volonté, j'ai juste envie de vous demander comment vous financez un truc pareil. Mais donc, la réforme fiscale qu'on a mise chez les engagés sur la table, et je suis totalement d'accord avec Christy sur ce sujet, c'est de se dire l'échec du fédéral, c'est l'absence de réforme fiscale. La réforme, c'est ce qu'on appelle un chiffre de 47 milliards. Et qui va être financé comment ? Qui est financé par un déplacement de fiscalité, entre autres par rapport à des dépenses aujourd'hui que l'on connaît et qui sont contraires à l'environnement. 15 milliards par an d'aide aux fossiles. On n'en est pas supprimé du jour au lendemain 15 milliards, mais progressivement, pour le faire. Les 47 milliards, ce n'est pas sur une année, c'est sur plusieurs années. Et tous les experts nous ont dit c'est une bonne réforme fiscale. La seule chose que je regrette, c'est que ça n'a pas été suivi au Parlement, c'est qu'on n'a pas trouvé une majorité alternative. Mais il faut quand même être concret dans la vie. Quand on dit 450 € net, ça répond à tout ce que j'entends. Même ce que j'entends MR, finalement, c'est que ceux qui travaillent, ils ont besoin de voir cette différence. Et on fait vite liaison entre l'emploi et la fiscalité. C'est ça la réforme fiscale, c'est de permettre aux travailleurs, et surtout aux bas salaires, et commençons par là, de pouvoir en profiter. Et donc, ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est inadmissible. C'est de se dire qu'en bloquant, il y a toujours 10 raisons pour bloquer une réforme fiscale, ça je peux l'entendre. Il y a 500 pour dire le contraire, mais au moins une bonne. C'est de dire à ceux qui se lèvent à 3 h du matin, à ceux qui ont le plus dur dans la vie, eh bien, au moins, vous verrez la différence, plutôt que de se dire, peut-être qu'en restant au chômage,
j'ai une chance d'avoir un peu plus. Et ce n'est pas la panacée non plus. Donc clairement, ça doit être une priorité du prochain gouvernement. À propos justement de cet écart, et on a questionné nos internautes via l'application Opinio, quel serait l'écart jugé normal entre une personne qui travaille à salaire minimum et une personne qui qui reçoit les indemnités de chômage? On ne s'attendait pas vraiment à une tel plébiscite pour 500 € ou plus. On pensait qu'on allait plus tourner vers les 300, 400 €, mais voilà, le chiffre est là. C'est d'ailleurs celui qui a été évoqué il y a un instant. Bernard Clairfailly, quand vous entendez des chiffres comme ça, 450 €, 500 € évoqués ici dans Opinio, évoqués par cette dame qui est intervenue tout à l'heure, vous dites que c'est réaliste et que c'est faisable, ou qu'au contraire, il ne faut pas mentir et que les chiffres doivent être plus raisonnables que ça? Je dis d'abord qu'au plus l'écart entre ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas est important, au plus les gens auront envie de travailler. Il y a beaucoup de travailleurs pauvres, ou l'exemple de la dame tout à l'heure, qui gagnaient moins en allant travailler que l'allocation de chômage. Ce n'est pas normal comme situation, et ça explique pourquoi, dans certaines catégories de personnes, elles ne sont pas incitées suffisamment à aller travailler. Alors moi, j'aimerais bien l'écart le plus grand possible. Je pense que qui que ce soit ici qui dit des chiffres, ce ne sera pas le bon chiffre qui se réalisera, parce que s'il y a une réforme fiscale demain, ce que nous appelons tous, elle dépendra de plein de paramètres. Si on peut viser 250, 300 €, peut-être 400 €, pourquoi pas, tout ça c'est très bien, mais il faut que tout le monde se mette autour de la table et qu'on la fasse, cette réforme fiscale dont tout le monde parle. Priorité pour vous aussi au bas salaire? Oui, priorité au bas salaire, puisque c'est dans cette catégorie-là qu'il y a une série de gens qui sont pris dans ce qu'on appelle les pièges à l'emploi. Il n'est pas assez intéressant de quitter une situation où on a des allocations, l'exemple de la dame était très très clair, et de se lever tôt le matin, de prendre son bus, d'aller acheter son repas de midi, de faire garder ses enfants, tous les frais que l'on a quand on va travailler, il faut qu'il y ait une différence significative. L'emploi doit rémunérer convenablement les gens dans ce pays. Il ne s'agit pas de baisser les allocations, elles sont déjà assez faibles, c'est déjà difficile de vivre avec ça. Il faut que l'emploi paye. Je pense réellement. que personne d'entre vous ne le dit, et je n'ai pas lu de qui que ce soit qui dit qu'il faut baisser tout le monde ces le dit. allocations. Le problème, c'est que tout le monde le dit, mais que jusqu'à présent, au gouvernement fédéral, et on n'a pas encore trouvé d'accord là-dessus. Donc, espérons que toutes ces annonces, ces promesses se réalisent. En tout cas, on en a vraiment besoin pour relancer l'emploi en Wallonie et à Bruxelles. Vous réagissez évidemment à ce qui se dit déjà sur ce plateau avec un premier message qui nous parvient via, je pense que c'est via la page Facebook de l'émission, non, c'est via Opinio. N'oublions pas les personnes qui travaillent à temps partiel. Pour la plupart des femmes et sans possibilité de temps plein, elles sont discriminées tant au niveau salaire par rapport à un chômeur, mais aussi discriminées pour la pension. C'est vrai que ce n'est pas un débat sur la pension, mais c'est intéressant déjà à voir aussi ce message-là. N'oublions pas que l'évolution de la vie fait que la catégorie des femmes seules, socialement, devient une catégorie très, 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 je dirais, défavorisée, fragilisée même. Bonsoir Muriel de Gemep. Vous êtes professeur d'économie à l'UC Louvain. Alors, on a beaucoup dit depuis le début de cette émission que le salaire était quelque chose de fondamental et on ne revient évidemment pas là-dessus. Est-ce que c'est encore vraiment le seul critère décisif dans l'opération qui mène à accepter un emploi ? Je pense, bonjour et à toutes, je pense effectivement qu'à côté du salaire, il y a d'autres facteurs, toute une série en tout cas d'autres facteurs qui sont susceptibles de freiner l'attrait pour certains métiers. Je pense en particulier aux problèmes de mobilité pour se rendre au travail. Il ne faut pas oublier qu'environ la moitié d'emplois wallons n'ont pas de permis de conduire. Et ça peut entraîner un réel handicap pour certains métiers. Je pense aussi aux conditions de travail qui, dans certains secteurs, sont difficilement compatibles avec une vie de famille, en particulier lorsqu'on vit seul avec des enfants, et de plus en plus d'allocataires sociaux aujourd'hui sont dans cette situation. Et donc c'est clair qu'un salaire plus important est un levier pour favoriser l'attrait à certains métiers, en particulier quand ces métiers ont des conditions de travail difficiles. Votre téléspectatrice l'a rappelé, mais je pense qu'il y a aussi d'autres leviers non financiers et qui méritent aussi toute leur attention. Bonsoir Florence Fernémont, vous êtes la fondatrice de Carrément Bon, ça dit bien ce que ça veut dire, on est plus là dans l'oreca je dirais, et donc dans la pâtisserie-boulangerie. Vous avez plusieurs magasins, vous avez donc pas mal d'employés. Ce dont on est en train de parler là pour l'instant, et notamment des hausses de salaire, est-ce que ça vous fait frissonner ou vous vous dites quoi mon Dieu, tant que rien ne se passe, je vais être encore en difficulté, notamment pour recruter, on en parlera tout à l'heure, ou vous dites non, ok, on y va, je suis prête à assumer certains efforts à ce niveau-là, ou pas du tout? Mais c'est clair que nous sommes dans des secteurs qui sont terriblement pourvoyeurs de main-d'œuvre, donc les situations deviennent vraiment très délicates pour nous parce que les taux se resserrent vu les augmentations salariales, vu les charges salariales. Donc en tant qu'employeur, mais c'est clair que quand on voit, quand on vient d'entendre ce qu'on entendait, à savoir
un sans-emploi va gagner être mieux rémunéré qu'un de mes collaborateurs, ça je vais me faire l'avocat du diable. Je vais vous dire, mais Madame Fernémont, mais payez plus les gens qui viennent travailler chez vous. Oui, et puis il y a une réalité économique. Ces derniers temps, bon, là je représente un secteur des PME, des petites entreprises qui n'ont pas la même réalité que les grandes PME, qui ont des effets de levier plus importants que nous, et surtout dans un secteur comme le mien qui est artisanal. Donc il y a une limite à tout ça, et donc effectivement, si toutes ces charges salariales, elles ont tendance encore à augmenter, mais il y a un moment, le prix qu'on va devoir soumettre à nos clients, qui sont des consommateurs finaux, mais il est plus tolérable non plus. Donc c'est vraiment très délicat. Un tout petit peu rassuré pour conclure là-dessus. Vous n'avez entendu personne dire ici finalement que c'est au patron de faire un effort. On entend dire que c'est via une fiscalité plus juste finalement qu'on va y arriver. Ça vous rassure ce soir? Ah oui, ça. On ne veut pas augmenter. Ça, je suis convaincue qu'il faut que. Vous passez un bon début de soirée, c'est ça ma question. Oui, pour l'instant ça va. Ça peut changer. On va se tourner vers votre avis à présent, celui que vous émettez dans la rue. On vous a demandé ce que vous pensiez de ce qui fait fortement débat sur les réseaux sociaux et dans la société aujourd'hui. Faut-il, à un moment ou à un autre, limiter les allocations de chômage pour tenter, dit-on, de motiver certains à se rendre sur le chemin du travail? Voici vos avis. Ils sont assez tranchés, pour ne pas dire presque unanimes. Regardez. Pour moi, il faut que la personne, dans les 9 mois, ait repris un emploi. Peut-être 1 an ou 2 ans maximum, que les gens aient le temps de se retourner. C'est très bien qu'on donne des allocations de remplacement. Néanmoins, j'estime que les gens devraient faire un minimum pour justement toucher ces revenus de remplacement. Parce qu'en fait, au final, tous ceux qui travaillent, il y en a qui ont moins les moyens en travaillant que ceux qui restent chez eux à rien faire. C'est vrai que dans la conjoncture actuelle, il faut trouver des solutions, mais je suis pas pour. Je pense surtout que la préoccupation, ce serait plutôt de stimuler la création d'emplois. Surtout qu'actuellement, si on veut vraiment travailler, il y a moyen de trouver des petits jobs par-ci par-là. Ce serait bien de les mettre dans les métiers en pénurie ou dans une formation. De forcer les gens, je ne suis pas pour ça. Après, si on aide les gens à faire ce qu'ils aiment, je pense que ce problème ne se posera plus. Je vous le disais, unanimité, parce que manifestement, les gens veulent que les choses bougent, et sans parler nécessairement de sanctions, on y reviendra. Mais il faut savoir que la Belgique affichait le taux d'emploi vacant le plus élevé de l'Union européenne au 3e trimestre 2023. C'est en tout cas des données que nous avons recueillies via Eurostat. Muriel de Gemep, je vois que vous êtes encore en liaison avec nous. Rapidement, certains prônent la fin de ces allocations, en tout cas distribuées par l'État fédéral, après 2 ans. Direction, donc du coup, certains disent le CPAS et s'inquiètent. Est-ce que vous pensez, en tant qu'observatrice, experte, que ça peut fonctionner, ça, cette sanction? Alors, je ne pense pas qu'une telle mesure aurait énormément le retour à l'emploi et la baisse du chômage, et ce pour au moins 2 raisons. Au bout de 2 ans, le montant de certaines allocations de chômage n'est pas nettement au-dessus du revenu d'intégration que l'on peut toucher au CPS comme dernier filet de sécurité sociale. Et donc, il n'est pas certain qu'il y ait une forte incitation monétaire à la reprise d'emploi en cas de fin de droit pour toute une série de personnes qui vont se tourner vers les CPS. Ensuite, des études récentes, dont une à laquelle j'ai directement contribué, convergent pour dire que la dégressivité rente des allocations de chômage qu'on a introduit en 2012 n'a pas produit d'effet en matière de retour plus rapide à l'emploi. Et en fait, ce constat rejoint des études qui ont été menées dans d'autres pays, en Suède, et qui montrent qu'une baisse d'allocation a peu d'effet finalement sur les personnes qui sont au chômage de longue durée, car d'autres facteurs, d'autres formations, la situation familiale, ou même encore des phénomènes de discrimination jouent un rôle prépondérant dans leur situation. Donc, je précise, et je dois avancer dans le débat, Madame de Gemep, et je reviens vers vous dans un instant, parce que là, ça nécessite, je crois, déjà une petite réaction. L'EMR et les engagés, quand on analyse les programmes, sont en faveur de la fin des allocations après 2 ans, avec des subtilités, je vous l'accorde. Mais aujourd'hui, on parle d'études qui ne démontrent pas l'efficacité d'une telle mesure. La dégressivité des allocations de chômage n'a pas non plus boosté l'emploi de manière spectaculaire. Aujourd'hui, face à ce que beaucoup de gens disent, et une majorité d'observateurs disent, est-ce que vous maintenez cette position, fin des allocations et donc direction le CPAS? Oui, on considère que ce qui est mis en place aujourd'hui ne fonctionne pas, donc on veut tester d'autres solutions. Et la solution qu'on propose, c'est, comme vous l'avez souligné, la fin des allocations de chômage
après 24 mois, mais après, ce n'est pas une fin en soi. Notre but, ce n'est pas d'arrêter d'aider les gens, loin de là. Notre but, c'est surtout de les activer le plus rapidement possible. Et donc, pour bonne preuve de la volonté que l'on a, c'est qu'on veut garder des allocations fortes au tout début du chômage, au tout début de la perte de l'emploi, parce que c'est la période où le demandeur d'emploi est le plus activable. Et ensuite, seulement essayer de... Mais quand on vous dit que ça ne fait pas d'effet, que ça ne marche pas, non, que mais la sanction n'est pas quelque chose de motivant. Mais c'est peut-être que l'accompagnement qui est lié à ces 24 premiers mois n'ont pas porté leurs fruits, donc il faut peut-être tester d'autres choses. Vous savez, moi j'ai été président du CPS d'Amtur-Urnaline et je rencontrais individuellement toute personne bénéficiaire du revenu d'intégration sociale et je leur demandais quel était leur plan de vie. Je discutais avec eux, j'essayais de les accompagner au mieux. Et je pense qu'on doit avoir un accompagnement beaucoup plus proche du demandeur d'emploi à ce niveau-là. Un message pas favorable à la mesure, et puis vous allez voir que dans l'opinion publique, il y a peut-être parfois d'autres avis. Le message nous dit ceci, c'est Sébastien qui nous dit « Cette proposition est ridicule car les chômeurs iront au CPS et bénéficieront de revenus, d'aide et au même tarif social énergie et auront donc encore plus d'avantages. » C'est l'avis de Sébastien. Mais quand on vous questionne, vous, via nos réseaux sociaux, via l'application Opinio, voilà ce que vous nous dites par rapport à la suppression des allocations de chômage. Vous êtes contre pour 26%, mais assez majoritairement pour, et notamment après 2 ans pour 42% d'entre vous. Réaction par rapport à ça, Christy Montréal, une population qui dit qu'il faut que les choses changent, mais des avis d'experts qui disent en tout cas la sanction ne fonctionnera pas. C'est vrai, je crois qu'il ne faut pas avoir de vision dogmatique, c'est-à-dire qu'est-ce qui fonctionne. Est-ce que si on fait un dispositif où après 2 ans, les gens n'ont plus de chômage, ils vont au CPS, ok, qu'est-ce que ça va changer? Où ils sortent des radars, comme ça a été le cas avant qu'on ne change les règles en Wallonie, où il y avait des gens qui ne touchaient plus du chômage et qui disparaissaient complètement. Alors les gens peuvent avoir des problèmes dans leur vie, les gens peuvent à un moment décrocher, mais si on ne mobilise pas ces gens à travers le Forum par exemple, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Si c'est pour avoir des gens qui vont avoir des allocations sociales dans le CPS, mais qu'on ne les mobilise pas à travers les propositions de formation du Forum, à travers des offres d'emploi, à travers des aides à l'emploi qui sont spécifiques, aujourd'hui, c'est le meilleur vecteur pour les activer. Alors, est-ce qu'il ne faut pas un peu secouer le Forum? J'entends finalement que l'accompagnement est important. Justement, donc, qu'est-ce qu'on a décidé de faire sous cette législature? On a fait une énorme réforme de pratique au niveau du Forum qu'on a lancé, qui est une grosse machine, où on a dit, mais on va changer les choses au niveau de la prise en charge des demandeurs d'emploi. On va les contacter un à un. Je suis allée la semaine dernière au Forum voir les gens, comment on active les jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi. Ils s'inscrivent, on leur envoie un courrier, on les appelle, on leur envoie un mail, on leur explique s'il y a des offres, on leur prépare, on fait du coaching en leur disant vous avez un entretien d'embauche, on va le préparer et on va faire un jeu de rôle. Mais il existe énormément de possibilités pour eux de ne pas venir encore à ces entretiens. C'est cette énorme mobilisation qui va faire que si on personnalise et qu'on dit il y a des gens qui sont autonomes, tant mieux, ils savent mettre leur CV en ligne, ils auront une offre d'emploi rapidement, ce sont des infirmiers, ce sont des gens qui ont des niveaux d'études ok. Mais tous les autres, il faut les accompagner, les mettre sur les rails et les sortir des radars. C'est la meilleure manière de ne pas augmenter le taux d'emploi. Jean-Luc Ruc. Mais moi, je crois qu'il faut faire la différence entre ce qu'on appelle la solidarité. Et les 2 ans, c'est ça, la limite en termes de warn-up. 2 ans, solidarité, avec effectivement des allocations qui sont plus élevées au départ, et l'assistanat. Et ça je rejoins Christy, pour se retrouver avec des allocations qui sont celles payées par un CPS. Comprenons-nous bien, c'est quoi la différence? J'entends que certains veulent faire des essais. Chez nous, chez les engagés, on ne veut pas faire d'essais. On veut faire ce qu'on fait ailleurs, dans les pays nordiques. Après 2 ans, vous mettez à ce moment-là, c'est une obligation pour l'État, pour les régions, vous mettez l'obligation, le droit au travail en activité. Et quelqu'un qui continue à bénéficier d'allocations de chômage, à ce moment-là aussi, non pas seulement le droit, mais en même temps l'obligation de travailler, soit dans le privé, soit dans le public. Il y a suffisamment et de métiers en pénurie, et de métiers dans lesquels on cherche ses besoins primaires pour qu'on se dise, on réactive. Et c'est la meilleure manière de retrouver un travail qui sera plus fixe. Et quand ils refusent, ils perdent tout là-bas. Alors. Mais si vous refusez, c'est un accompagnement qui doit être plus actifs. Et c'est ce qu'on voit au Danemark. Moi, je l'ai vu en direct au Danemark. C'est, à un moment donné, l'État prend ses responsabilités vis-à-vis du citoyen. Mais n'abandonne pas tout, évidemment. C'est une rapide réaction, et puis je voudrais qu'on mais c'est exactement le modèle que l'on porte aussi. On ne joue pas l'apprenti sorcier, comme tu essayes de le sous-entendre. Mais c'est ce que j'avais lu. D'ailleurs, c'est une mesure que vous avez prise chez nous depuis ton arrivée, peut-être, parce que tu as eu une influence sur ça. Mais moi, par rapport
au suivi du CPS. Il ne faut pas croire que c'est simplement sortir des radars. Moi, je peux vous dire que les CPS font aussi un travail énorme en insertion socio-professionnelle, mais ils ont un suivi vraiment personnalisé qui peut peut-être redonner du sens. Et donc, on peut aussi voir d'autres modèles d'accompagnement. Et c'est ça, c'est pas de l'improvisation. Et ceux qui sont exclus après 2 ans de chômage, je peux vous dire qu'ils sont quand même loin de la remise à l'emploi. C'est-à-dire qu'ils ont déjà chômé 2 ans. Lucas Ils sont Ciccia, déjà dans du chômage de longue durée. vous voulez donner la parole au syndicat, évidemment, dans ce débat. Lucas Ciccia, vous êtes conseiller emploi à la CSC. Bonsoir. Des entreprises disent qu'elles cherchent du monde et puis finalement ne trouvent pas nécessairement la main-d'œuvre nécessaire. Vous estimez qu'à un moment donné, ce petit coup de boost, appelons ça comme ça, sans nécessairement évoquer la question de la sanction, ce petit coup de boost, je dirais, cette limite fixée dans le temps, cet objectif chiffré dans un agenda, est-ce que ça peut marcher ou pas ? Non. Non, ça ne peut pas marcher. La limitation des allocations de chômage ne peut pas marcher, la dégressivité n'a pas marché. Et tout le débat qui est là me rappelle quand même qu'on est dans une logique de responsabilisation individuelle de la personne, comme si c'est elle qui était responsable de sa situation. Ce n'est évidemment pas le cas. L'assurance chômage est un principe assurantiel sur la longue durée, il a un sens. Et je trouve assez irresponsable d'entendre des candidats politiques francophones finalement trouver comme seule solution l'assistance francophone qui va s'établir au niveau des communes par le biais des CPS. Ça n'a aucun sens. Quand on parle du chômage de longue durée, c'est une réalité essentiellement francophone. La Flandre est dans une situation de plein emploi, tant mieux pour eux. C'est pas le cas à Bruxelles et en Wallonie. Donc vraiment, j'insiste, d'un point de vue francophone, vouloir déstabiliser le principe du fonctionnement du chômage fédéral pour renvoyer des personnes après 2 ans vers on ne sait pas quoi. Qu'est-ce qu'on fait d'une personne alors, M. Ciccia, qui pendant 2 ans a refusé des formations, ne s'est pas présenté au rendez-vous, on l'entend beaucoup, finalement dit non, ça c'est pas pour moi, non, je veux pas ça, non. Et au bout de 2 ans, cette personne n'est pas venue aux entretiens, n'a pas fait, je dirais entre guillemets, sa part du job. On dit quoi alors ? On dit il faut bien continuer comme ça puisque ces gens ne veulent pas y aller, ou on fait quoi ? Alors là, on ferait comme si depuis plus de 15 ans maintenant, il n'y avait pas d'activation renforcée des chômeurs. Il y en a une qui existe. Il y a un processus d'activation qui existe, qui est d'ailleurs assez, de notre point de vue, sévère, et qui aboutit à des processus d'accompagnement assez rigoureux, qui sont mis en place tant chez Actiris qu'au Forum. Donc on ne peut pas faire comme si ça n'existe pas. Ça existe, et y compris vers les métiers en pénurie. Il y a des évaluations qui sont faites de voir qu'est-ce que ça donne quand on envoie des personnes vers les métiers en pénurie. Le problème, c'est que même là, ça n'aboutit pas nécessairement. Récemment, le Forum avait analysé la problématique des pénuries et des formations spécifiques. On n'avait pas plus de 70% des gens qui, au final, se retrouvaient quand même à l'emploi. Donc voilà, la formation est une option, l'accompagnement est positif, mais en soi n'est pas une solution, évidemment. Bernard Clerfailly, je pense que du côté de chez Défi, on est plutôt pour, à un moment donné, un objectif chiffré dans le temps, pour le dire comme ça. Mais vous, ce n'est pas 2 ans, c'est carrément 1 an que vous évoquez. Après 1 an, il faut trouver une solution. On ne peut pas continuer à bénéficier d'allocations non-stop. Alors, je dis, la suppression des allocations dans le temps, ça ne fonctionne pas, on l'a montré. Toutes les études scientifiques et tous les autres pays ne parviennent pas à démontrer que ça marche. Par contre, quelqu'un qui reste durablement sans emploi, alors qu'il y a des métiers en pénurie, alors qu'il y a des métiers qui engagent, c'est comme ça la réalité, c'est sans doute quelqu'un qui n'a pas dans son profil, dans son CV, les compétences requises pour répondre à un emploi. Les métiers en pénurie, c'est les métiers pour lesquels on ne trouve pas les gens qui ont le profil. On ne trouve pas assez de chauffeurs de poids lourds parce que les gens n'ont pas le diplôme, on ne trouve pas assez d'infirmiers parce qu'ils n'ont pas le diplôme. Donc moi, ce que je dis, c'est qu'au bout d'1 an, quelqu'un qui est au chômage devrait avoir l'obligation de se former. Alors, on ne peut pas le forcer à se former dans ce qu'il n'aime pas. Ce serait une perte de temps, une perte d'argent, ça ne servirait à rien, il ne travaillerait pas longtemps si on le forçait à travailler. Mais il doit se former dans quelque chose qu'il aime. Et s'il a envie d'apprendre les langues, l'informatique, ou d'approfondir une compétence professionnelle, de changer de métier ou d'orientation, nous avons au Forum comme à Actiris, nous proposons des formations gratuites pour les chercheurs d'emploi. Et ça marche ? Dans des tonnes de métiers. Ou sont un peu tirés. Alors, ça ne marche pas totalement. Actuellement, c'est clair, je pense que nous n'activons pas assez une bonne partie de nos chercheurs d'emploi. Mais ce serait faux aussi de croire qu'ils sont tous des fainéants, des tirs au flanc qui ne veulent rien faire. En Bruxelles en particulier, c'est peut-être propre à la région bruxelloise, nous avons une grande proportion, 60% de chercheurs d'emploi qui ont un faible niveau de compétences ou des compétences acquises à l'étranger, un diplôme étranger qui n'a pas de reconnaissance, qui n'est pas valorisable. Quelqu'un qui a un diplôme de laboratoire dans un pays étranger, qui ne peut pas travailler comme laborantin ici, lui dire tu vas aller nettoyer par terre, il va dire c'est indigne, il faut qu'on puisse reconnaître mes compétences pour aller travailler. À travers vos propos, et parce qu'il faut que j'avance un tout petit peu dans le débat, disons quand même que tout n'est pas noir, et on a quand même des graphiques aussi un peu positifs dans ce pays, heureusement. Regardez le taux d'emploi des 20-64 ans en Belgique, et c'est quand même plutôt agréable de constater qu'on a des courbes qui sont toutes à la hausse, dans des proportions diverses, je vous l'accorde, mais quand même, le taux d'emploi des 20-64 est en hausse, et ça, il faut pouvoir le dire aussi. Mais à travers certains de vos propos, j'ai cru déceler aussi la question
l'obligation peut-être, qui fait débat, de prendre un job, qu'il soit en pénurie ou pas. Voilà ce que vous en pensez via Opinio. On y jette un petit coup d'œil. Est-ce qu'il faut imposer une formation en métier en pénurie à un chômeur? Oui, après 1 an pour 46%. Oui, après 2 ans. Oui, après 3 ans ou plus. On voit quand même qu'il y a une grosse tendance qui se dégage. Là encore, pour faire bouger les choses. Tiens, rapidement, puisqu'on a quelques jeunes sur ce plateau, vous accepteriez un job qu'on vous imposerait à un moment ou à un autre? Jeune homme. Je dirais que je pourrais accepter un job qu'on m'imposerait, mais ayant jobé pendant toute la durée de mes études, par obligation, j'accepterais si j'étais obligé de travailler pour subvenir à mes besoins. Vous y voyez aussi une question de respect de vos valeurs? Il vaut mieux travailler plutôt que de rester à rien faire? Je dirais qu'en fonction de la pénibilité et en fonction de pas mal de facteurs, ce serait plutôt complexe quand même de travailler de manière forcée. Mais je trouve que le travail est quand même assez gratifiant et je préfère me lever tôt le matin et avoir un rythme de vie et pouvoir avoir le même rythme que mes amis qui travaillent, plutôt que d'être isolé dans ma situation de chômeur, quoi. Madame Ritchie, même question à vous. Vous êtes toujours avec nous, je pense, à distance depuis chez vous. Si on vous force la main, Madame Ritchie, on vous dit, allez hop, maintenant, il faut y aller, Madame Ritchie, on n'a rien trouvé pour vous après X temps. Vous dites, oui, ok, j'y vais. Vous dites, ben non, vous n'allez quand même pas me forcer. Ben non, j'irai pour subvenir à mes besoins et à ceux de mes enfants, bien entendu, mais je crois que j'irai avec le pied lourd si justement l'emploi ne me convient pas. Réaction peut-être, Madame Fernémont, par rapport à ce qu'on vient d'entendre. Vous en pensez quoi? En tant que patronne, on vous enverrait des gens qui n'avaient pas envie de venir chez vous, mais qui deviennent forcés. Vous dites que c'est une bonne chose ou que ce n'est pas une bonne chose? Non, ça c'est de toute façon pas une bonne chose parce que ça va échouer. Mais je pense que la solidarité, elle joue à plusieurs niveaux. Bon, quand on est dans des périodes de pénurie, c'est clair qu'il doit y avoir un retour d'ascenseur. Le chômage, il est nécessaire, on n'en disconvient pas du tout, mais à partir du moment où dans les entreprises, il y a une pression sur les gens qui sont là parce qu'on manque de personnel, de mains dans mon secteur, eh bien là, je pense qu'il faut que le collectif fasse un effort et que chacun joue sa part. On est dans une société où chacun a un rôle à jouer. Le travail peut être très épanouissant. C'est un endroit où on se construit, où on crée des relations. C'est pas le bagne. Oui, c'est pas le bagne. Ce sont des lieux d'échange. C'est la fierté de se réaliser. Et moi, je voudrais remettre ces discours-là à l'honneur parce que franchement, c'est gai de travailler et on évolue, on s'amuse. Et je pense qu'il y a nécessité de remettre cette valeur du travail en première place. Vous commentez cette émission, alors on vous donne la parole, en tout cas par écrit. Voici le message suivant qu'on vous propose. Et je vais demander 2 brèves réactions, peut-être d'Adrien Dolimon et de Christy Montréal. Un boulot obligatoire peut devenir un tremplin vers un autre emploi. 30 secondes, Christy Montréal. Obligation ou surtout pas? Obligation, les employeurs ne le veulent pas. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est inciter effectivement les gens à retrouver un emploi parce que c'est bon pour la santé, parce que pour leur santé mentale, pour la durée de vie, pour les maladies chroniques qui peuvent se développer quand on est privé d'emploi. Ça crée des problèmes. Mais il faut aussi travailler sur la pénibilité des métiers. Il y a aujourd'hui des métiers qui sont particulièrement pénibles. Je pense à des métiers comme le métier du nettoyage. Je pense à des métiers pour lesquels il est compliqué de pouvoir travailler longtemps. Mais j'imagine qu'on va venir sur les questions aussi de durée de travail dans pas longtemps. Après, bien vu. Adrien Dolimon. Oui, sur la question de la pénibilité, on y reviendra, mais clairement, je pense que c'est aussi le fait d'obliger dans un premier temps permet de se remettre dans un cycle. Comme on l'a dit, travailler, c'est pas un gros mot. Je pense qu'à un moment donné, il faut aussi pouvoir... l'idée de forcer la main. Mais forcer la main, c'est inciter. Je pense que inciter et orienter, donner des perspectives aux gens, c'est aussi ça le but. Parce que la solidarité, on en parle beaucoup, mais la solidarité va dans les 2 sens aussi. Mais il y a aussi quand on travaille, c'est pour aussi soutenir notre État solidaire. On est tous attachés, je pense, à l'État tel qu'on le connaît, l'État social qu'on a. Mais il ne faut pas dire aussi que chacun a des obligations et des droits. Dans la vie, on a tous des droits, mais on a aussi des obligations. Mais vous savez, moi, je vois aussi des tas de demandeurs d'emploi qui cherchent du boulot. Il y a 3 jours, j'ai vu une dame qui était gouvernante, qui a 54 ans, et qui m'a dit, Madame la ministre, s'il vous plaît,
Dites aux gens, j'ai une expérience professionnelle, j'ai envie de travailler. Il n'y a personne qui veut m'engager parce que j'ai plus de 50 ans. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Et moi, je vois les patrons qui disent la même chose, qui cherchent des gens. Dans le secteur de l'hôtellerie. Voilà, je veux le dire parce qu'il y a aussi des témoignages de gens qui souhaitent travailler. Je peux vous en citer plein. Je peux vous citer Kevin, qui travaille 32 heures semaine depuis des années dans le secteur. Il est conducteur dans une entreprise privée. Et ça l'embête parce que quand c'est les congés scolaires, il part au chômage. Il aimerait travailler au tech. On lui a refusé. Il y a des demandes des deux côtés. Et je vais avancer dans ce débat, si vous voulez bien, parce que sinon, on va rester évidemment sur cette question-là. C'est important quand même ce qui est dit. Et je vais avancer sur la suite du sommaire de l'émission, si vous voulez bien, parce qu'il y a encore deux questions fondamentales, dont une vient d'être évoquée à l'instant. C'est celle de la semaine de 32 heures. Ah, ça a été solidement commenté, croyez-moi, et en sens divers. Et puis travailler, est-ce que c'est devenu trop dur? On a déjà évoqué un peu cette question de la pénibilité du travail, d'un métier, d'un travail qui serait devenu de plus en plus pénible. Mais l'évolution du temps de travail, justement, parce qu'on lance 32 heures, on se demande d'où on vient. Eh bien, regardez d'où on vient. C'est un petit rappel historique. QR vous explique l'évolution du temps de travail. C'est Maud Wilquin qui s'en occupe. En 1930, l'économiste John Keynes estime que le salarié temps plein ne travaillera que 15 heures par semaine d'ici 2030. Seulement, vous l'aurez constaté comme moi, on n'est plus si loin de 2030 et on dirait que tu t'es bien trompé. Par contre, là où il a raison, eh bien, c'est que le salarié temps plein travaille bien moins aujourd'hui que dans le passé. Pour vous le démontrer, on va faire un gros saut dans le temps. On est ici dans les années 1800 et à l'époque, adultes comme enfants travaillent en moyenne 12 heures par jour, 6 à 7 jours sur 7. En 1909, c'est bingo pour le travailleur. La journée de travail est enfin diminuée et ramenée à 9 heures. Et enfin, en 1921, nouvelle amélioration, la semaine ne peut pas excéder les 48 heures à raison de 8 heures par jour. La situation stagne ensuite jusqu'en 1964, année durant laquelle on décide de faire passer les heures de travail par semaine à 45 heures. On avance encore un petit peu dans le temps, on se retrouve en 1978 et à l'époque, une semaine de travail ne fait plus que 40 heures. Je vous emmène maintenant en 2003. C'est cette année-là qu'on a instauré la semaine de 38 heures de travail que beaucoup de salariés temps plein connaissent encore aujourd'hui. Mais il faut bien reconnaître que depuis 2003, il n'y a plus grand-chose qui a changé. Une tendance historique à la baisse du nombre d'heures de travail par semaine. Samuel Salens, on en arrive à ce chiffre de 32 heures. Ce serait gérable pour les entreprises, 32 heures à salaire égal? Alors on est ici dans une émission pour valoriser l'emploi, essayer d'avoir plus d'emplois. Quand on regarde la proposition qui est formulée ici, une semaine de 32 heures payée 38, c'est une augmentation du coût du travail de 18,75%. Je pense qu'il n'y a pas grand monde pour pouvoir se payer cela. Si le président du Parti socialiste se promène sur ces terres, qu'il va auprès de ces pépites industrielles, qu'il va auprès de ces artisans, de ces PME, de ces commerçants, de ces associations culturelles, de ces hôpitaux, je pense qu'il aura beaucoup de mal à faire comprendre à ces personnes, qu'elles soient du public, du privé ou du parapublic, qu'ils vont se prendre quasiment 20% d'augmentation du coût du travail. Les études un peu sérieuses ont montré que ces dispositifs n'ont pas conduit, bien au contraire, à la création d'emplois. Et donc c'est évidemment une mesure que nous ne pouvons soutenir. Qu'en pensez-vous, vous, chez vous? Regardez les chiffres. Là encore, des questions qu'on vous a posées, c'était assez simple. La semaine de 32 heures avec un salaire égal, vous êtes pour, majoritairement, plus de 67%. Mais ça vous paraît infaisable pour 44%. Rejoignons peut-être un peu les propos qu'on vient d'entendre. Christy Montréal, on va aussi apporter quelques précisions, et c'est important. Jamais Paul Magnette n'a dit qu'on allait le faire dès demain. Il n'a pas non plus dit que ça allait concerner tous les travailleurs. Je pense qu'il a ciblé spécifiquement les travailleurs de plus de 55 ans ou les travailleurs des métiers pénibles, même si la notion reste encore un peu vague aujourd'hui. On n'a toujours pas cette liste de la pénibilité des métiers. Mais néanmoins, vous entendez, et beaucoup d'entrepreneurs nous l'ont dit aussi, même en ciblant un petit peu une catégorie de personnel, ça sera de toute façon impayable pour nous. Vous leur dites quoi? Qu'il faudra bien y passer? Ou vous leur dites oui, non, peut-être qu'effectivement, on comprend que ce soit difficile et on va mettre la mesure de côté? Je pense qu'il y a une évolution dans le monde du travail et qu'effectivement, au fur et à mesure, avec le temps, on a réparti la durée du travail sur plus de personnes pour essayer d'aussi équilibrer davantage la vie privée et la vie professionnelle. On voit aussi qu'après le Covid, il y a une demande qui est encore plus grande et que ça fonctionne dans des secteurs privés et dans le secteur non marchand. Je prends comme exemple Auto5, qui est une entreprise qui a décidé de passer aux 32 heures semaine pour les travailleurs les plus âgés, sans perte d'argent, et où ils sont visiblement extrêmement satisfaits. Autre exemple, nous, en Wallonie, nous avons décidé au gouvernement wallon de revaloriser certains salaires et d'aménager des fins de carrière
pour des métiers pénibles. Je pense aux aides familiales qui ont 58 ans, 26 ans de carrière. Elles vont travailler un jour de moins sans perte de salaire, ou si elles veulent continuer à travailler, elles vont travailler, mais elles auront 455 € bruts de l'heure en plus. Un message, et puis je vous donne la parole à Adrien Delimont pour vous demander une réaction par rapport à cette proposition. Le message, le voici. C'est un message de Johan, une semaine de 32 heures. Un juge travaille 53 heures, un médecin 60 à 70 heures, un assistant plutôt 80 et un restaurateur 60 à 70 heures, nous dit Johan. C'est un débat que le MR accepterait de mener ou pour vous une telle mesure, c'est hors de question? Non, je pense que c'est peut-être pas assez ambitieux. On devrait faire une semaine de 20 heures en 2 jours, au moins la question serait réglée. Non, mais plus sérieusement, je pense que ce type d'évolution, on devrait mettre... La vidéo est assez intéressante, parce que ça serait intéressant de montrer l'évolution de la sécurité sociale en parallèle de l'évolution de la diminution du temps de travail. Cette sécurité sociale, elle a un coût. Et donc, prendre des mesures qui sont in fine impayables, ce n'est pas avoir un État solidaire. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on travaille. C'est pour aider les autres quand ils sont dans une situation de besoin. Donc nous, une solution comme ça... J'ai l'impression qu'on approche de l'échéance du 9 juin, qu'on a un peu en racolage politique. Saint-Nicolas, ça sera en juin cette année. Ce n'est pas vraiment notre vision de faire de la politique. On a envie d'avoir un projet qui est quand même sérieux. Mais ça vous paraît envisageable dès lors que c'est une évolution historique, on vient de le démontrer, et qu'à un moment donné, il y a aussi une attente de la société à travailler moins. À cette société-là, vous dites, non, sorry, va falloir travailler encore de la même manière, ou vous avez d'autres idées? Non, on ne saura pas, clairement. Je pense qu'il faut aussi avoir les pieds sur terre. Des aménagements de fin de carrière, je pense qu'on doit pouvoir travailler et repenser un peu les fonctions pénibles, les réorienter dans peut-être l'accompagnement des jeunes métiers. Typiquement, être maçon à 20 ans, être maçon à 60 ans. Évidemment, ce n'est pas le même métier. Être sur chantier à 20 ans ou à 60 ans, ce n'est pas la même chose. Mais le maçon à 60 ans a aussi plus d'expérience que le maçon de 20 ans. Et donc, on doit pouvoir utiliser cette expérience. Et donc, c'est plutôt réorienter le métier de la personne en fin de carrière, en aménagement son métier. Et donc, utiliser les compétences qu'elle a acquises durant toute sa carrière pour accompagner les jeunes travailleurs. Jean-Luc Ruc, sur cette proposition, cette idée? Écoutez, ce que j'entends à gauche comme à droite, j'ai envie de paraphraser Michel Rocard, qui le disait un peu méchamment, et ça vous l'excuserez, mais il parlait... Socialiste français, pour celles et ceux. Socialiste français, Michel Rocard, qui disait, en parlant d'idéologie, parce que c'est ce que j'entends, d'idéologie, l'idéologie, ça rend sourd et ça rend aveugle. C'est dommage que ça ne rend pas muet, parce que de temps en temps, on entendrait un peu moins de bêtises. Et si je suis votre ligne du temps, pour arriver à ça, il faut 60 ans. Alors moi, je ne dis pas que c'est impossible de réduire progressivement. Mais tenir ce discours aujourd'hui, c'est ne pas savoir ce qu'est la gestion d'une entreprise. Et c'est aussi, à mon avis, oublier ce qu'est la réalité budgétaire de ce pays. Et donc moi, je préférais qu'on travaille sur ce qui existe déjà. J'entends des exemples en Wallonie. Et c'est vrai, mais reconnaissons-le, ils sont aidés par de l'argent public. C'est quand même le contribuable. Quand des travailleurs wallons, publics, fonctionnaires travaillent moins, c'est parce qu'ils sont payés avec de l'argent public. Par contre, en aménageant ce que j'appelle le temps de travail, et M. Dermagne, qui est un ami, en plus a travaillé là-dessus, si on permet de faire ces 38 heures en 4 jours semaine, ou pour les personnes solo, les couples recomposés, sur 15 jours... Ça va faire des journées incroyables, ça. On a plus de 9 heures de boulot par jour en moyenne. Mais c'est un choix parfois aussi avec l'employeur, parce que ça doit se négocier ensemble. En faisant cela, ça permet d'avoir, je crois aussi, plus de qualité de vie à certains moments, plus de choix, et surtout d'avoir un choix qui est budgétairement supportable par l'entreprise aussi. Florence Fernémont, réaction par rapport à ce dont on est en train de discuter ici? 32 heures, possible? 38 heures en 4 jours, possible aussi? Non, parce qu'après une indexation de 11%, on se retrouve avec une nouvelle augmentation de 18%. Moi, j'ai envie de répéter quand même que ceux qui génèrent de la valeur, ce sont les entreprises. Si on nous coupe les ailes, on ne peut plus générer de valeur et travailler à la... Mais vous allez devoir engager, on a envie de dire que c'est positif. Essaye d'être un peu... s'engager, c'est positif. Oui, d'accord, mais à quel payer, prix? Donc, c'est pas possible, ça. Et puis, en diminuant comme ça le temps de travail, on multiplie les équipes, on augmente le nombre de personnes. Ça veut dire que dans la coordination des équipes, ça devient toujours plus difficile. Enfin,
Il y a des choses qu'il faut prendre en compte sur le terrain aussi. Alors, je comprends, le monde évolue, la technologie évolue, on vit maintenant tous ces bouleversements digitaux. Il y a des secteurs qui effectivement vont avoir des gains très importants de productivité, mais il y a des secteurs, j'en fais partie, l'alimentation durable, le circuit court, qui n'ont pas cette capacité à créer cette émulation-là de gain de temps. Il y a plus ou moins 42 000, je cite des chiffres du Forum, 42 000 offres d'emploi pour 220 000 demandeurs d'emploi. Réaction Bernard Clairfailly. C'est un chiffre important aussi pour bien comprendre qu'à un moment donné, même si vous mettez tous les demandeurs d'emploi, ça ne va pas rentrer dans les offres d'emploi qui sont disponibles. Donc il y a forcément une équation qui coince là quelque part. Vous dites, cela dit, au regard de cette situation, au regard de ce que dit Mme Fernémont, ok, vous êtes plutôt de son avis, vous êtes plutôt effectivement d'un avis différent, contraire, et lequel par rapport à ce qu'on vient d'entendre ici au centre du plateau? Alors, sur les 32 heures, on l'a montré par votre journaliste, au fur et à mesure que notre société progresse, que nous avons de la croissance, nous consommons cette croissance en réduisant le temps de travail horaire, en prenant plus de vacances aussi, et en augmentant notre niveau de salaire global, qui est bien plus élevé maintenant qu'en 1921. Donc ça, on peut le faire lentement, progressivement, et c'est comme ça que je suis certain qu'on aura 32 heures peut-être dans 20 ans ou 25 ans. Donc si M. Magnette nous annonce que dans 25 ans, ça ira dans ce sens-là, il enfonce des portes ouvertes. Si par contre, il veut imposer brutalement cette mesure dans un délai assez rapide, il va bouleverser la situation d'une série d'entreprises qui ne pourront pas payer ces salaires-là. Peut-être que dans certains secteurs, on le fera, le secteur public ou autre, on pourrait peut-être le faire, et pas dans d'autres. Donc cette proposition n'est ni solide parce qu'elle va détruire de l'emploi, ni solidaire parce qu'elle va créer des inégalités entre plusieurs types de travailleurs. Donc ça ne me semble pas une bonne proposition telle qu'elle est formulée. Réaction de Christine pour Montréal. alimenter le débat, aujourd'hui, le fait de ne pas avoir d'aménagement de fin de carrière pour des personnes qui ont des métiers pénibles conduit aussi à beaucoup d'invalidité. Et ça, c'est un coût caché dans la sécurité sociale. Aujourd'hui, il y a plus de gens en invalidité que de gens au chômage. Et donc, ça vaudrait la peine de travailler sur On y vient, ça c'est le chapitre suivant, sur le fait que le travail est devenu trop dur. Très brève réaction, Adrien Delimont, parce que finalement, je voudrais vous soumettre aussi un autre chiffre, pas qu'on veut abreuver, mais on essaie à un moment donné parfois de faire rentrer des choses qui ne rentrent pas nécessairement dans les discours politiques. Si finalement on mettait tout ce monde-là au travail, on nous dit que ça ne fait pas du tout les 80% de gens dont on a besoin. Ça ferait tout au mieux 76. Il faut parler de tout ce qui est maladie et invalidité. Mais moi, j'avais surtout envie de réagir par rapport aux fins de carrière. C'est pour ça que nous, on propose, pour justement aménager les fins de carrière, d'avoir des pensions à temps partiel en fin de carrière pour pouvoir être pensionné partiellement et continuer à bénéficier de l'expérience du travailleur. Je pense que ça, c'est une mesure concrète qui permet non seulement de bénéficier de la pension et donc du travail sur toute l'année et en même temps d'accompagner les jeunes travailleurs. Quelques mots encore quand même sur cette réduction du temps de travail qui fait partie d'un vrai débat de société. Lucas Ciccia, les syndicats soutiennent cette proposition de 32 heures. Je me fais déjà un tout petit peu l'avocat du diable. J'entends des patrons qui disent c'est intenable. Mais si les patrons ne sont plus là, plus d'emploi, donc on aura beau dire 32 heures, peut-être que ça va même finir par passer à 0 heure pour certains. Et ça en patron, hein, donc je ne sais pas si vous avez vu le balai libéré il n'y a pas longtemps. L'autogestion a fonctionné. Vous venez de virer tous les patrons de ce pays, on a bien avancé. Blague à part, non, c'est quand même les travailleurs qui font la richesse. Non, sur la semaine des 32 heures, ce qui m'étonne assez dans le débat, c'est qu'on fait comme si il n'y avait pas eu d'évolution de la productivité dans les 40 dernières années. Le problème est qu'on ne parle qu'aujourd'hui des 32 heures. On aurait dû en parler en 85, en 90, en 95, en 2000, en 2005, en 2010, en 2015, et on ne l'a pas fait. En tout cas, on n'était pas assez nombreux à le faire. Les syndicats l'ont encore fait, mais pas assez fort sans doute. Là, évidemment, qu'il y a un soutien à la proposition de la réduction collective du temps de travail, tout simplement parce que depuis plus de 40 ans, il y a eu une évolution de la productivité qui a été très mal partagée à la fois au détriment des revenus du travail. Je me félicite que tous les partis maintenant sont pour augmenter les bas et moyens salaires, malheureusement par la fiscalité, mais bon, au détriment de la sécurité sociale et de la fiscalité de manière générale, et au détriment de la réduction collective du temps de travail. Et je voudrais quand même rajouter un petit point, un deuxième là-dessus, si vous m'en laissez le temps. On parle ici de réduction collective. Dire aujourd'hui qu'on n'a pas fait de réduction du temps de travail est un mensonge. On a fait de la réduction du temps de travail. Elle s'est traduite comment ? Par du chômage, par du temps partiel, etc. etc. Donc il y a de la réduction du temps de travail, il y a une inégale répartition du temps de travail presté. Quand on fait de la réduction collective du temps de travail, on permet justement de rétablir cette accessibilité de manière équitable à tous. Je me fais le porte-parole de Mme Fernémont qui a bondi, parce qu'elle a l'impression, elle aussi, si j'ai bien compris, de créer de la richesse. Mais je dois avancer, mais j'ai bien vu votre réaction. Vous avez bien vu dans votre regard que vous n'étiez pas d'accord avec le fait que sur les travailleurs en créeraient et que vous avez l'impression d'en créer aussi. C'était assez clair dans ce petit sursaut.
Muriel de Jemep, je voudrais quand même rebondir sur ce que M. Chichia vient de dire. Il a parlé de productivité, 32 heures par semaine. Ça aurait quel effet à ce niveau-là? Amélioration de la productivité ou pas? Il est clair que ça, c'est l'effet qu'on attend, en tout cas que ceux qui sont à l'initiative de ce type de mesures attendent. Donc, moi, je pense que c'est en partie vrai, bien que une réduction de 38 heures à 32 heures est sans doute moins significative que les réductions qu'on a connues dans le passé, où il s'agissait de réduire des horaires de travail qui étaient excessivement importants. Mais je ne pense pas que ça peut être suffisant pour compenser effectivement la diminution de la production au sein des entreprises qui auront 20% de volume de travail en moins, certes un peu plus efficace, mais sans doute pas suffisamment. Et donc elles devront à ce moment-là procéder à des embauches compensatoires si on veut garder le même niveau de production. Et c'est vrai que ça peut aussi être compliqué vu les difficultés actuelles de recrutement pour toute une série, sans compter aussi évidemment les coûts de recrutement et de formation de ces nouveaux. Mesure à analyser, à débattre en tout cas, et c'est clair qu'on ne va pas régler ça ici ce soir. Il y avait du pour, il y avait du contre, mais je voudrais qu'on évoque aussi notre relation par rapport au travail. Certains ont déjà évoqué un tout petit peu la question de la pénibilité, de l'impact sur la santé, et on sait qu'on a une génération, et je ne fais pas une guerre de génération ici évidemment, mais on a une génération qui est peut-être plus soucieuse de ça. Mademoiselle, je voudrais vous demander votre avis. On dit, aujourd'hui, beaucoup de jeunes se plaignent en disant que c'est trop difficile. Nous, on a accepté plein de choses, on est une génération plus ancienne. Vous acceptez moins de choses, moins de sacrifices pour le travail? Je ne dirais pas ça, mais une chose est claire, c'est que donc dans mon ressenti, ça n'engage que mon ressenti, j'ai l'impression qu'actuellement, la nouvelle génération prône plus son épanouissement et elle veut aussi surtout donner un sens à son monde professionnel. Mais une autre génération va vous dire, mais moi je suis épanoui, moi aussi j'ai donné du sens à mon travail. Pourquoi est-ce que moi ça me convenait très bien? Pourquoi est-ce que vous ça vous conviendrait pas? Un travail égal, pourquoi pas un comportement égal? Par rapport vous êtes moins encline à accepter certaines choses qu'une génération a que la trop génération accepté? précédente, vous voulez dire? Oui. Oui, j'ai l'impression. Car on prône plus cet épanouissement que l'ancienne ne faisait pas. L'ancienne travaillait pour gagner son argent. Aujourd'hui, j'ai l'impression que la nouvelle génération privilégie avant tout son épanouissement. Qu'est-ce que vous dites, Madame Fernémont, à ça? Ça devient difficile de trouver des gens motivés ou c'est une vue de l'esprit dans le monde d'aujourd'hui? Plus qu'une vue de l'esprit, c'est effectivement une réalité. Alors, il y a quelque chose de chouette là-dedans, c'est de faire la part des choses, de mieux mettre ses limites, etc. Et après, il y a quand même toujours cet individualisme à mettre face à la collectivité et à l'engagement de chacun. Parce que quand l'autre profite, il y en a un qui va bosser pour deux. Et donc, c'est là que sont les difficultés actuelles. C'est pour ça cette difficulté supplémentaire d'un certain absentéisme, parce qu'il y a des maladies qui vont davantage être mentales que physiques. Parce que à partir du moment où on manque de personnel dans nos équipes, mais il y a un moment où le cercle vicieux s'enclenche parce qu'il y a des gens qui doivent donner trop à un moment et ils ne tiennent pas. Donc oui, il y avait une génération de grands perfectionnistes qui se donnaient très très fort pour leur travail par obligation, parce qu'on leur avait inculqué. Aujourd'hui, je pense qu'il faut mettre le curseur à un autre endroit, mais il faut garder cette solidarité, ce collectif pour pouvoir agir sereinement. Oui. Et vous, puisque vous parlez de cette solidarité entre travailleurs, beaucoup ont dénoncé et dénoncent aujourd'hui ce qu'on appelle des absences, et là je mets des fameux guillemets, des absences futiles. On vous a demandé si vous avez l'impression autour de vous que ces absences au travail pour des motifs entre guillemets futiles vous semblent en hausse. On est très surpris par le chiffre, et ce n'est peut-être qu'un sentiment, mais oui, à plus de 72%. C'est devenu ces absences de courte durée pour des motifs X, Y ou Z. Je ne me sens pas bien au travail, et on invoque parfois même des certificats médicaux qui paraissent surprenants. C'est devenu un vrai problème, ça, ou bien ça reste un épiphénomène qui ne mérite pas qu'on y prête attention? Je n'ai pas de statistiques particulières, mais
peut penser que c'est légèrement en augmentation. S'il y a des excès, il faut faire des contrôles. Il n'y a pas de raison qu'on ne fasse pas des contrôles sur ces situations-là. Et si, autre débat, si des médecins devaient donner des certificats de complaisance, il doit y avoir des contrôles aussi sur cela. Ce qui est clair, c'est qu'il y a statistiquement une augmentation du nombre de personnes qui sont sorties du marché de l'emploi, du travail, pour des questions de maladie, d'invalidité et autres, et que ce nombre est en croissance, et qu'il faut s'interroger là-dessus. Alors heureusement, je crois qu'il y a toutes les 3 régions et l'État fédéral sont d'accord d'essayer de travailler cette question. Le système actuellement a pour défaut d'être très binaire. Vous travaillez, moi je connais des travailleurs, un métier physique, à un certain âge on a mal au dos, il n'est plus apte pour ce travail, on le met en invalidité. On ne réfléchit pas assez en disant, mais il a mal au dos certes, mais est-ce qu'il n'y a pas un autre métier, une autre activité qu'il peut faire pour retrouver du travail, de l'emploi, la dignité au travail, une activité utile et gagner sa vie plutôt que de dépendre simplement d'une allocation, ce qui n'est pas un choix heureux non plus pour la personne qui le fait. Il faut le faire dans le respect de sa situation personnelle et ça, c'est le travail dans lequel sont engagés aujourd'hui le gouvernement fédéral et les 3 régions. On va parler de ces absences longue durée avec un graphique d'ailleurs qui est assez significatif. Juste un tout petit mot, Jean-Luc Ruc, vous estimez qu'il faut un peu resserrer la vis parce que parfois il y a trop d'abus. Aujourd'hui, je ne le sens pas, j'y vais pas. Mon patron était un peu dur, boum, certificat médical le lendemain. Ce sont des réalités que les patrons transmettent encore aujourd'hui. Sans parler du fait qu'il y a des gens qui parfois ne se présentent carrément pas à des entretiens d'embauche, voire qui ne viennent pas alors qu'ils sont à l'horaire. Il faut être plus strict aussi à ce niveau-là. Vous pensez qu'il faut juste tenir compte d'une évolution de ce rapport au travail qu'on a évoqué? Écoutez, comme Bernard, moi je n'ai pas de statistiques en la matière, mais par contre j'ai une expérience cette semaine. J'ai été visiter mardi l'entreprise de l'année en Flandre, pour ne pas la citer, oui, Nassens, et j'ai posé cette question, et notamment par rapport aux absences et aux fameux certificats médicaux qui pourraient être de complaisance. Et la réponse du patron a été extrêmement claire. Je ne vis absolument pas ça dans mon entreprise, donc c'est pas parfois ce que certains pensent, et donc c'est important de voir le chiffre que vous vous donnez, mais dans une entreprise comme celle-là, clairement on ne le vit pas. J'ai aussi vu une entreprise où le modèle collaboratif de travail, l'évolution dans les process se fait avec les personnes qui y travaillent. Parce que ça crée de la solidarité alors. Et où les formations se font en entreprise. Moi je m'étonne qu'on ne parle pas plus de ça, la formation en entreprise, qui est pour moi l'échec de cette législature, où on n'a pas plus avancé. Mais clairement, là on voit que quand on implique dès le départ des jeunes travailleurs, ils retrouvent ce que j'entendais tout à l'heure, du sens dans leur travail. Et peut-être que ça leur permet de se sentir mieux au travail. L'évolution du taux de maladie par durée dans les entreprises jusqu'à 1000 salariés, l'évolution, il est terrible. x3 en 20 ans. Regardez cette évolution-là. On parle donc de gens qui sont malades pour une durée supérieure à 1 an. Ça, c'est quand même un chiffre hyper interpellant. Christy Montréal, c'est lié à quoi? Au rapport qui a changé entre les travailleurs et leur travail, à des patrons qui ont durci par nécessité de productivité. Votre regard à vous, qu'est-ce qui explique cela? Non, je pense qu'il y a vraiment énormément d'employeurs qui sont aujourd'hui en difficulté. La patronne de Carrément Bon, c'est une réalité à laquelle elle est confrontée. Il y a des employeurs qui sont des employeurs qui respectent tout à fait leurs travailleurs et qui sont en difficulté pour trouver des personnes qui aspirent à travailler aujourd'hui, en tout cas dans certains secteurs. Mais par contre, on remarque aussi une différence dans d'autres secteurs. Là où on cherche pas spécialement de l'emploi, mais où on en crée beaucoup. Dans le secteur de l'économie sociale, c'est presque 160 000 travailleurs en Belgique, avec effectivement des volets qui sont beaucoup plus participatifs, où on va faire travailler les travailleurs de manière beaucoup plus horizontale, moins hiérarchique, où on va les impliquer dans les prises de décision, où on va leur demander d'être coopérateurs, par exemple. Eh bien, dans ces entreprises-là, on a des résultats qui sont beaucoup plus enthousiasmants. On a d'abord beaucoup plus de création d'entreprises, on a beaucoup de travailleurs qui postulent et on a des résultats en termes aussi de présence et d'implication qui doivent peut-être nous faire réfléchir parce que je crois que tout le monde doit se réinventer et que c'est quelque chose... je pense qu'il y a beaucoup d'employeurs qui tremblent sur leur base aussi, sur la manière dont on doit se réapproprier le travail de manière peut-être plus horizontale. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé dans cette émission de gens qu'il fallait motiver, qu'il fallait ramener sur le chemin du travail et par différentes activités, par différentes formations, c'est très très clair. On n'avait pas un débat aujourd'hui sur les formations, mais j'entends ici, demande quand même de sensibilisation des patrons aussi. Est-ce qu'on ne doit pas à un moment donné dire le monde évolue, évoluer avec le monde? Et ce n'est pas un problème de gens qui ne viennent pas, c'est peut-être un problème de vous qui ne parvenez plus à convaincre de venir vers vous. Mais les patrons, ils sont conscients de cette réalité-là aussi, puisque eux-mêmes cherchent des employés. Donc, des employés, des ouvriers. Donc ils essayent de se réinventer en permanence pour pouvoir attirer et donner du sens. Donc ils font partie de la solution, et bien heureusement. Mais le problème, je pense qu'il est beaucoup plus large que ça. Et les chiffres, c'est vrai qu'ils sont assez inquiétants. Et ici, on essaye tous d'avoir des réflexions pour essayer de solutionner cette situation-là. Après, est-ce qu'il y a une seule
bonne situation, je ne sais pas, la formation peut-être par les personnes en fin de carrière, parce qu'on remarque aussi, moi j'ai déjà vu certaines statistiques où les maladies de longue durée arrivent plutôt en fin de carrière, souvent dû à la pénibilité de la fonction. Donc j'en reviens à ce que j'ai expliqué tout à l'heure, pourquoi pas ne réinventer et réorienter le métier de cette personne vers l'accompagnement des plus jeunes. Donc des choses de ce type-là doivent être faites et on avance dans ce sens-là. Et en tenant compte, sans que ça soit péjoratif évidemment, d'une génération, d'une catégorie de travailleurs qui dit attention, moi peut-être que ma vie privée... Il ne faut stigmatiser personne. Non, bien sûr, c'est pour ça que je mets vraiment la notion là-dessus, dire attention, il y a peut-être effectivement une évolution de la société avec laquelle il faut vivre et qu'il faut accepter. Je voudrais qu'on revienne chez Madame De Gemep, qui suit toujours ce débat à distance. Vous avez suivi ce débat, il y a des choses assez concrètes, il y a des points de vue forcément très divergents sur ce que doit devenir le monde de l'emploi demain. En 30 petites secondes, allez 40, vous concluriez ce débat comment? Et la question est claire. Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, on va vers un mieux, une prise de conscience et une activité qui va encore se développer, ou qu'au contraire, on est aujourd'hui face à un mur et qu'il ne sera pas possible de résoudre tant que des décisions politiques plus claires n'auront pas été prises, notamment par exemple au niveau des salaires? Alors, je suis d'un côté optimiste, car je constate qu'on est globalement tous d'accord ici autour de la table avec les constats et les enjeux, donc notamment la question de revaloriser le travail, en particulier le travail à bas salaire, sur l'idée aussi de tout mettre en œuvre pour remettre les personnes sur le chemin du travail. Mais j'entends que ça ne peut pas se faire à n'importe quel prix, donc les questions de bien-être au travail et de pénibilité au travail sont à mettre au centre des préoccupations. Je suis par contre plus pessimiste avec des solutions qui sont parfois proposées et qui sont susceptibles d'avoir des effets qui sont beaucoup plus complexes et nuancés que ceux qui sont annoncés et qui, selon moi, ne tiennent pas toujours suffisamment compte des expériences du terrain et des enseignements qu'on peut tirer des études qui ont évalué ce type de mesures, que ce soit pour la Belgique ou pour d'autres pays. Eh bien, on vous proposera d'entrer en contact avec tous les partis qui étaient présents ici ce soir et les autres si ça les intéresse, et vous pourrez leur fournir le résultat de ces études et de ce regard de terrain. Merci à vous d'avoir été avec nous à distance. Merci à tous les autres intervenants de cette émission et des invités qui étaient en plateau. On va clôturer ici cet important débat sur un thème crucial s'il en est. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui m'a permis de vous le présenter. Un petit coup d'œil sur la une du magazine Moustique. C'est pas la une qui va vraiment nous intéressé par rapport au débat de ce soir, encore qu'Alain Souchon est un super chanteur, ça on est tous d'accord là-dessus, mais regardez là en bas, on évoque une enquête sur le travail au noir. Est-ce une fatalité? Voilà qui complétera peut-être bien, d'une certaine manière, certaines de nos discussions de ce soir, que je vous remercie encore une fois d'avoir suivi si nombreux. À la semaine prochaine. Ciao, ciao.